Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures de l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, je vous donne la garantie que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous procurer les moyens nécessaires pour vous mettre en situation d'accomplir votre mission. On est qui sont leaders politiques, posez tête nos questions. Gardez tous les leaders politiques qui sont sur le terrain. Nous allons garder eux, regardez, nous comptons tout le monde, regardez. Pour ça on est qui sont leaders politiques, il y a un parti politique d'elle. Pour ça elle peur dans l'élection. Tout le monde qui dit que c'est démocrate, t'as fait pour gagner un seul souci dans la tête. Qui j'en a fait pour faire ça, pour nous faire bon jeu élection, sans passe-copie, sans magouille, sans distribution mille gouttes, sans violence, sans support. Indépendamment de ce qui se dit, ou ce que vous voulez, il faut changer de constitution. On me parle de conseil électoral qu'on va créer, pour moi c'est passé. Ce n'est pas le problème maintenant. Le point de départ, c'est la changer de constitution et on dira comment on va faire les élections. On connaît que ça n'a supporté. Et nous partager ça n'a supporté. Et nous décider pour nous aider nous résoudre tout problème que nous avons supporté. Tous les Haïtiens ont leur part dans la Constitution. Li fait dans deux langues, français, créole. Langue qui lie tout haïtien, c'est langue créole. Je ne pas oublier. Après 34 ans, je suis supposé 7e président de l'IA. Pour qui ça me 19e président qu'on a? C'est pour nous poser peut-être une question pour ça. Combien de présidents ont été tombés et aujourd'hui? Je dis à ça, je suis le président de la dernière transition. Janvier.
Le pays a pris son indépendance il y a 219 ans, avec la conviction que la révolution qu'elle a conduite pour y arriver devait consacrer pour tous les peuples du monde la jouissance sans réserve des droits de l'homme et du citoyen. Il est important pour nous et pour vous de comprendre qu'Haïti, en intégrant le cercle des nations libres et en assumant le statut risqué et envié de première république indépendante noire, a voulu imposer le principe d'universalisation et de respect strict des droits de l'homme et du citoyen pour ses filles et fils et également pour tous les peuples du monde. Haïti s'est battu, peut-être pas toujours de la meilleure des manières et avec les moyens qu'il faut, pour que chaque membre de la communauté internationale, chaque Haïtien, loin au-delà de la couleur, du sexe et de la fortune, puisse vivre libre et dans la dignité. Mesdames et messieurs, 3/4 de siècle plus tôt, Haïti est l'un des premiers pays à s'être rangé derrière les Nations Unies, organisation transnationale avec encore ses dents de lait, pour adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme et en faire un instrument incontournable dans les relations internationales. À cette époque, le monde cherchait à consolider la paix entre les nations qui essayaient de se relever de la catastrophe d'une guerre mondiale cruelle et exterminatrice qui a laissé des dizaines de millions de morts derrière elle, au lendemain du conflit mondial le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, Haïti fait face à une situation sécuritaire extrêmement préoccupante. Des Haïtiennes et des Haïtiens, pour des raisons pas très glorieuses, s'en prennent à leurs compatriotes et à toutes les institutions avec une violence destructrice et inédite dans l'histoire du pays. Plus que jamais, la défense des droits de chaque Haïtien et de chaque personne qui visite le pays ou qui y réside est une responsabilité, lourde certes, de l'État haïtien. Le gouvernement en est conscient et s'engage à ne pas s'écarter de sa mission cardinale qui est de créer et d'entretenir les conditions idéales et en peu de temps capable de neutraliser toutes les forces, d'où qu'elles se placent, qui entravent le fonctionnement d'un État de droit au profit de tous. Mesdames et messieurs, il est évident que nos lieux de formation, nos routes, nos entreprises, nos marchés publics, nos espaces de loisirs et nos quartiers doivent être sûrs et fonctionnels. Il est tout aussi évident que l'État ne doit pas capituler devant la violence de l'absurde, car la population a besoin de se nourrir, de soigner ses plaies, de s'exprimer librement et de choisir, en toute liberté, celles et ceux qu'elle estime dignes pour l'aider à construire l'avenir en mieux. L'engagement du gouvernement à garantir les libertés fondamentales dues à chaque citoyen est régulièrement renouvelé. Et le gouvernement est convaincu et déterminé à faire face à tous les dangers qui menacent d'affaiblir la portée de cet engagement pris devant la nation. Mesdames et messieurs, l'histoire d'Haïti est riche, avec sa part d'éléments qui imposent la fascination pour un peuple qui a su défier l'ordre colonial à une période où le racisme et l'exploitation de l'homme par l'homme étaient légitimés. Haïti est une terre de principes universels, d'imagination politique en résonance avec le monde et de lutte épique pour la liberté. Haïti est attaché aux valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle s'était montrée utile et intéressée au moment des préliminaires de sa rédaction et de son adoption. Haïti, et c'est l'engagement du gouvernement, ne reniera pas les principes qui l'ont porté sur les fronts baptismaux et n'abandonnera jamais sa population et tous les pays qui font confiance aux droits humains et à la plénitude de la démocratie. Bienvenue, encore une fois, Monsieur Turc. Bonne célébration à toutes et à tous des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous célébrons aujourd'hui le lancement du 75e anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l'homme en Haïti. Il s'agit d'un moment symbolique qui permet à chacun de se rappeler que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que nous devons défendre nos droits et ceux des autres. La Déclaration universelle des droits de l'homme est l'un des plus grands des héritages de l'humanité. Elle porte des valeurs et principes qui fondent notre humanité et protègent chaque individu au sein de la société. La célébrer au pays des mille Saint-Lô, l'un des artisans de cette déclaration, est une opportunité pour réfléchir autour des défis auxquels notre pays est confronté en matière de droits de l'homme et d'identifier les pistes de solutions permettant de les surmonter. Mesdames et messieurs, je suis Naïflore Civil, élève au lycée national de la Saline. Je vous remercie très sincèrement pour cette opportunité qui m'est offerte en tant que jeune écolière. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'humilité que je prends la parole pour vous adresser mes préoccupations et vous exprimer mes aspirations. Mon école est située dans un quartier populaire, livré à la violence des gangs armés. Entre crépitement de balles et terreur, les habitants de la Saline sont victimes et témoins de toute forme de violence, y compris les violences sexuelles. Dans mon quartier, comme dans d'autres localités, contrôlées par des bandes armées, de nombreux enfants peinent à aller à l'école. Nos parents sont exposés à toute forme de violence et d'injustice sociale. Au quotidien, nous sommes exposés à la précarité, à la famine et aux maladies. Cela affecte profondément la jouissance et l'exercice de nos droits fondamentaux. À la Saline, les jeunes sont la proie des bandes armées qui sèment et enseignent la violence à l'école de la rue. Là où les livres, les cahiers et les plumes sont remplacés par des armes. Mesdames et messieurs, à la Saline, en dépit de la violence des gangs armés qui sévit et des conditions de vie précaires des habitants, il y a une communauté vivante, dynamique et peuplée majoritairement de jeunes. Ces jeunes sont porteurs d'un idéal de paix et de cohésion sociale au sein du quartier. Ils croient fermement à un avenir meilleur et prospère pour notre Haïti chérie. Ils sont déterminés à bâtir une société apaisée où les droits de chaque Haïtienne et Haïtien seront pleinement respectés et où personne ne sera délaissé pour compte. Cette envie qui anime les jeunes de mon quartier est celle qui motive certains d'entre nous à intégrer les clubs des Amis des droits de l'homme. Ces clubs qui sont mis en place par des organisations comme Combat pour la paix et le développement, CPD, contribuent à renforcer notre résilience et nous empêchent de rejoindre les bandes armées. À travers des programmes de soutien scolaire et éducation aux droits de l'homme, ces clubs nous aident aussi à développer des valeurs civiques et citoyennes. En tant qu'ambassadrice des droits de l'homme dans mon quartier, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les acteurs qui œuvrent dans nos quartiers et pour promouvoir le respect des droits de l'homme, la paix et la cohésion sociale. En cette fin d'année, le 10 décembre,
Non seulement la Journée internationale des droits de l'homme sera à nouveau célébrée, mais cette commémoration s'inscrira dans le cadre du 75e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet accord international historique proclamait les droits inaliénables qui correspondent à toute personne en tant qu'être humain, sans distinction de nationalité, de lieu, de résidence, de sexe, d'origine nationale ou ethnique, de religion, de langue ou de toute autre condition. L'idée centrale derrière les droits de l'homme est pu être simple, mais elle semblait souvent si difficile à réaliser. Que toutes les personnes, sans distinction, ont le droit d'être traitées avec dignité. C'est pourquoi cette année, qui marquait 3/4 de cycle depuis l'adoption de la Déclaration universelle, l'Organisation des Nations Unies a adopté comme thème central liberté, égalité et justice pour tous. Malgré ces 70 ans, et sans diminuer les importantes avancées réalisées, il convient de réfléchir à la distance qui nous sépare encore de cette liberté, de cette égalité, de cette justice pour tous. Les défis auxquels que tous nos pays sont confrontés aujourd'hui pour parvenir à la pleine justice et au respect des droits de l'homme nous obligent non seulement à réfléchir, mais aussi à prendre des mesures pour continuer à avancer sur une voie qui ne doit pas être interrompue. Et pour cela, pour accompagner les États dans une meilleure mise en œuvre de son engagement en matière de droits humains, nous avons le soutien des organisations internationales et bien sûr avec la voix déterminée de la société civile. Je voudrais, à cet stade, exprimer ma reconnaissance au travail de l'équipe intégrée sur les droits humains du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et du Haut Commissionnaire aux droits de l'homme, qui, avec l'appui de la société civile et les victimes de violations des droits de l'homme, ont préparé divers rapports sur la situation en Haïti, notamment celui qui découle de la violence générée par les gangs. Pour le Mexique, une part substantielle du travail de la ONU en Haïti est liée non seulement aux questions de sécurité, mais aussi aux questions des droits de l'homme et, surtout, de manière très particulière, au lien entre une question et une autre. Pour ces raisons, lors de la négociation de la résolution 2645 du Conseil de sécurité, le Mexique a plaidé pour le renforcement des capacités de BINU dans le domaine des droits de l'homme, notamment dans le contexte de violence actuel dans le pays. L'état de violence se soutient aux gangs, dont de nombreux cas de violence sexuelle, notamment contre les femmes et les filles, le manque d'accès aux services, les accusations d'extorsion, le démanagement, les méthodes, les barrages routiers, ne sont que quelques exemples d'événements qui s'y produisent quotidiennement dans le pays. Le travail de collecter et de systématisation des informations effectuées par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies est indispensable pour avoir une radiographie complète de la situation dans le pays, condition nécessaire pour pouvoir collaborer avec les institutions nationales au renforcement nécessaire en plein exercice de la justice des droits de l'homme en Haïti. J'invite les amis internationaux d'Haïti à continuer de travailler, mais dans les mains avec les autorités haïtiennes, à continuer d'accompagner et de renforcer les organisations de la société civile et à continuer à soutenir le travail du BINU et du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour aider les peuples haïtiens dans ce quête de liberté, d'égalité et de justice pour tous. Je suis ici en visite officielle en Haïti avec beaucoup d'émotion, je ne vous le cache pas. Je suis ici parce que j'ai suivi les développements en Haïti depuis beaucoup d'années et j'étais justement à New York pendant la crise de l'année dernière où effectivement on avait tous peur de ce qui se passe dans le pays à cause de la situation d'insécurité et de la violence. Pour moi, quand j'ai assumé les fonctions du haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, c'était clair que je dois assez vite, après avoir assumé ces fonctions, venir en Haïti aussi pour donner un message de solidarité avec la population haïtienne, mais aussi mettre en sûr que le pays
parmi toutes les crises que le monde souffre actuellement, n'est pas oublié, parce que quelquefois on a l'impression dans le monde qu'on va d'une crise à l'autre, et c'est très important de mettre l'accent sur la nécessité de la communauté internationale de faire tout pour soutenir la population qui souffre énormément en Haïti, et comme on a eu les témoignages des élèves de cette école qui représentent en fait beaucoup plus d'autres témoignages que j'avais l'occasion aussi d'écouter aujourd'hui. J'aimerais bien parler, bien sûr, de la Déclaration universelle des droits humains, des droits de l'homme, et cet anniversaire, le 75e anniversaire. Et comme vous savez, c'est vraiment un document pour lequel, et ça aussi c'est quelque chose qu'on doit dire au monde, Haïti a joué un rôle clé. L'ambassadeur Émile Saint-Lô était le premier ambassadeur auprès du haïtien auprès des Nations Unies, était le rapporteur de la 3e commission qui a rédigé la déclaration. Et vous savez très bien, c'était heureusement sous les auspices d'une femme, Eleanor Roosevelt, mais il y avait beaucoup de délégués des États membres qui ont participé, y inclus le représentant haïtien auprès des Nations Unies. On rapporte que c'est lui qui a présenté le projet final de la déclaration à l'Assemblée générale lors d'une session nocturne à Paris le 9 décembre 1948. Alors c'est de nouveau quelque chose qui fait partie de cette histoire riche haïtienne. Le projet de résolution des droits de l'homme aurait, apparemment il a dit ça, pour lui c'était le plus grand, je cite, le plus grand effort jamais accompli par l'humanité pour donner à la société de nouvelles bases juridiques et morales. Je pense que c'est très bien de se souvenir de cela, y inclus dans votre pays, mais aussi dans le monde entier. Et on le sait, le monde, par-delà les cultures, les religions, les frontières nationales, c'est uni, c'est vraiment uni derrière ce texte très important qui a donné une force de transformation dans beaucoup de sociétés. Au sortir d'une période de violence et de désespoir grave et intolérable, il savait, parce que c'était quand même, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, et c'était des événements cataclysmiques, et c'est justement de cela que ce texte est sorti et a donné l'espoir pour un avenir qui devait être fondé sur les droits humains fondamentaux. Les défenseurs des droits de l'homme, et j'en ai rencontré aujourd'hui aussi les représentants ici en Haïti, au sein des structures de pouvoir et à l'extérieur, donnent vie chaque jour aux dispositions de ce texte miraculeux. Je tiens à rendre hommage aux défenseurs des droits de l'homme et aux acteurs de la société civile haïtiens que je viens de rencontrer, et bien d'autres que je n'avais pas le privilège de rencontrer au cours de ma courte visite, mais vraiment je donne hommage à vous parce que vous êtes très proches de la société qui souffre, surtout les plus vulnérables. Dans ces circonstances très difficiles, c'est eux qui veillent à ce que les membres les plus vulnérables de leur communauté ne soient pas oubliés et à ce qu'ils aient quelqu'un pour parler en leur nom et pour les aider quand ils en ont besoin. J'encourage vivement tout acteur qui a pouvoir à donner du pouvoir à ses voix et à celles des jeunes, on vient de les écouter, et à solliciter leur sagesse quant aux solutions à apporter pour sortir les Haïtiens et les Haïtiennes des crises multiples
et à forger une vision pleine d'espoir, plus juste, plus pacifique et plus prospère de leur pays, et à y travailler ensemble. C'est vraiment un appel de cri de cœur à tous qui ont une influence. Je sais que c'est évidemment le gouvernement actuel, mais ce sont aussi tous les acteurs politiques et tous les acteurs, même du secteur privé, où on doit faire un pas de l'avant pour trouver une solution à cet état. Je sais que c'est quelque chose qui entoure la société entière et il faut vraiment avoir devant soi l'image des victimes parce que c'est pour eux qu'on doit travailler. Comme la ministre de la Justice, de la Communication et de la Justice l'a mentionné, Haïti a une longue et impressionnante histoire d'attachement aux droits de l'homme. En fait, vous êtes né, la naissance du pays était une lutte pour les libertés, c'était la lutte de la décolonisation, et ça a nourri beaucoup de mouvements sociaux qui finalement aussi ont donné hommage et qui ont créé ce texte dont on parle aujourd'hui. Et on sait très bien que les droits humains ont une puissance de transformation sociale qui va au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Parce que les libertés dont on jouit aujourd'hui, c'est à cause de tout ce qui était devant nous, le féminisme, anti-apartheid, la décolonisation, le mouvement pour les LGBT, en fait toutes sortes, le mouvement climatique et écologique aujourd'hui. Et c'est à cause de tous ces mouvements qu'on a finalement ces traditions des droits fondamentaux et droits humains. Et je sais, j'aimerais bien aussi citer encore un haïtien très fameux, c'est Toussaint Louverture, je cite de nouveau, quand il parle de cet esprit des valeurs des droits humains, je cite, « On a abattu le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. » Je pense qu'il faut se souvenir de ça aussi dans la situation actuelle. Nous voyons cet esprit aujourd'hui dans ces mouvements de droits humains, dans le monde entier, et j'espère vraiment que cette année du 75e anniversaire de la déclaration servira à rappeler au monde à quel point les valeurs des droits humains sont fortes et profondément enracinées pour toutes et pour tous en Haïti et partout dans le monde. Je suis heureux, Monsieur le Haut-Commissaire, en ce début d'année 2023, qui coïncide avec le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, de vous accueillir sur la terre de Jean-Jacques Dessalines, de Toussaint Louverture et d'Alexandre Pétion. Ces avant-gardistes qui ont défié un ordre mondial sur l'esclavage et la discrimination en allumant la flamme de la liberté et des droits de la personne en Haïti et sur tout le continent américain. Soyez le bienvenu. Et sentez-vous chez vous, ici en Haïti, dans le pays de l'ambassadeur Émile Selon, celui qui défendit avec la même fougue les intérêts d'Haïti et de l'humanité tout entière quand il a eu l'heureux privilège, de la soirée du 9 au 10 décembre 1948, de présenter au monde ce texte visionnaire dont la portée historique est unanimement reconnue. Au don de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, je veux saluer, Monsieur le Haut-Commissaire, votre engagement soutenu pour la paix, pour la protection des groupes vulnérables et pour les droits humains en général,
Et je vous remercie aussi d'être venu en Haïti, malgré un agenda très chargé, pour encourager les efforts des uns et des autres visant la jouissance effective des droits de la personne dans mon pays. Je formule des vœux de succès pour votre mission et des souhaits de pleine réussite dans vos nouvelles fonctions. Mesdames, Messieurs, au cours de cette année 2023, ce sont les peuples de tous les coins de la planète qui se préparent à marquer de la manière la plus solennelle les 75 ans de la Déclaration universelle des droits humains, adoptée à la suite d'un conflit dévastateur et meurtrier qui avait affecté la planète et dont on se souviendra encore longtemps. Les initiateurs et les rédacteurs de ce texte avaient voulu empêcher une nouvelle guerre en s'attaquant aux causes profondes, mais surtout en définissant les droits auxquels chacun peut prétendre et exiger le respect du simple fait de son appartenance à la grande famille humaine. La reconnaissance de la dignité inhérente à tout être humain, de leur égalité et du caractère inaliénable de leurs droits constituent des acquis pour la valorisation, la préservation et la défense desquels nous devons continuer à nous battre sans relâche. Haïti, membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, a été parmi les premiers signataires de ce document. Aussi, nous allons inclure dans cette année du patrimoine national un temps de célébration pour sensibiliser sur la question des droits humains. Ceci est un témoignage éloquent de notre nation à ce patrimoine commun. C'est une opportunité exceptionnelle pour montrer notre désir de rompre définitivement avec la violence pour aspirer à la paix, à la sécurité, à la justice, à la liberté et au développement durable. Toutefois, nous devons reconnaître malheureusement que les règles et les valeurs proclamées en 1948 sont aujourd'hui menacées un peu partout à travers le monde avec la montée de la discrimination, de l'intolérance et des extrémismes. Ici en Haïti, il est pénible de constater que nous allons commémorer les 75 ans de la Déclaration universelle des droits humains dans un contexte sociopolitique et sécuritaire difficile, marqué par les conséquences des graves atteintes aux droits de la personne, particulièrement dans certaines zones contrôlées par des gangs armés. Je pense à leurs attaques délibérées contre les citoyens, aux entraves à la libre circulation des personnes et des biens, à la pratique du viol collectif, au déplacement de population, à l'insécurité alimentaire, au chômage, aux violations du droit à la santé et du droit à l'éducation. Les propos émouvants prononcés par la jeune écolière Naïflore Civil du lycée de Nassaline, l'une des institutions scolaires en zone difficile que nous avons pu faire fonctionner, nous interpelle tous et montre à quel point les attentes de notre population sont grandes en ce qui concerne la jouissance effective de leurs droits fondamentaux. Aussi, tandis que j'appelle à sensibiliser notre jeunesse sur la problématique des droits humains, notamment par la réalisation de différentes activités sur le thème dignité, liberté et justice pour tous, je suis pleinement conscient
de l'ampleur des défis à relever. C'est pourquoi l'équipe gouvernementale n'entend ménager aucun effort pour avancer dans la voie du dialogue et de la réconciliation nationale, condition essentielle pour un retour à la paix et à la stabilité. Nous travaillons inlassablement pour élargir et renforcer le consensus pour une transition inclusive et des élections transparentes et démocratiques. C'est un carrefour obligé pour revenir au fonctionnement régulier de nos institutions et l'avènement d'un climat garantissant le respect des droits de tout un chacun. Entre-temps, les forces de l'ordre demeurent toujours à l'œuvre pour traquer les auteurs des massacres et des tueries de manière à permettre aux instances judiciaires de jouer pleinement leur rôle dans la préservation des droits de la personne. C'est en ce sens que mon gouvernement continue à réclamer un soutien approprié de la communauté internationale à nos forces de police, nécessaires pour avoir un impact positif sur la situation des droits humains en Haïti. Haïti vient de passer avec succès l'examen périodique universel au mois de janvier 2022. 205 recommandations ont été acceptées parmi celles qui lui ont été adressées par les différents pays membres de l'ONU qui ont participé à cette évaluation. Ces recommandations sont venues s'ajouter aux nombreux engagements déjà souscrits à travers les conventions internationales auxquelles elle est partie. Mon gouvernement entend maintenir cette bonne coopération avec les organes des traités et les mécanismes des droits de l'homme. Aussi, nous nous engageons à travailler à la mise en œuvre des recommandations tout en poursuivant les efforts pour respecter les dispositions des conventions auxquelles nous avons adhéré. Les travaux de mise à jour du plan d'action national des droits de l'homme, afin de l'adapter aux nouvelles recommandations, en sont la preuve. Le gouvernement promet de s'attaquer aux problèmes de l'insécurité, à la corruption, à la faiblesse du système judiciaire, aux conditions de détention, à la traite des personnes, à la violence faite aux femmes et aux filles. Les actions menées au cours de l'année 2022 pour réduire la surpopulation carcérale se poursuivront. Nous nous félicitons déjà de certains résultats obtenus dans la réduction de la détention préventive prolongée, même s'il reste encore beaucoup à faire. Mesdames, Messieurs, convaincus que la défense et la protection des droits humains ne sont pas du domaine exclusif de l'État, je veux en ce moment saluer les femmes et les hommes de mon pays qui ont choisi de défendre, parfois au péril de leur vie, les libertés et la dignité humaine. Je pense particulièrement aux organisations de la société civile et de défense des droits de la personne, dont certains représentants assistent à cette cérémonie. Leur travail inlassable, tantôt comme vigile pour attirer l'attention sur les cas de violation, tantôt comme auxiliaire pour accompagner les institutions étatiques, constitue, à n'en pas douter, une contribution appréciable. Tous, nous sommes invités à agir pour traduire dans le concret l'idéal de dignité, liberté et justice pour tous, thème retenu pour commémorer les 75 ans de la Déclaration universelle des droits humains. Je terminerai
en demandant instamment aux fonctionnaires, aux agents publics, aux membres de tous les corps de l'État de placer les droits humains au cœur de leur action. Ainsi, arriverons-nous à inverser les tendances malheureuses que nous connaissons actuellement. Le Conseil des ministres a accueilli pour première fois au Conseil de la transition qui était installé le 6 février. Donc lundi dernier, au conseil là qui est composé, comme nous connaissons, de Mme Myrlande Maniga, M. Laurent Saint-Cyr et Révérend Calix Fleuridor. Nous parlons de sécurité qui c'est préoccupation première tout haïtien et au conseil de transition a annoncé un forum dans Joukab Vinio avec tout secteur y compris moun qui participent à accord 21 décembre. Yo pral essayer de dégager une vision commune de question sécurité pour tout le monde penser même bagaille là pour nous à marcher dans le même objectif, c'est-à-dire rétablir sécurité sur tout le territoire national là. Et nous parlons tout de carnaval 2023, son préoccupation pour un pile monde. Ministère Culture recevoir un pile demande de particuliers, de mairies, de groupes sur question carnaval là. Et il y a un pile monde qui était continué à demander est-ce que nous avons gagné un carnaval national. Carnaval 2023, l'a organisé sous modèle carnaval 2022, c'est-à-dire nous prenons un certain nombre de mairies, des subventions pour organiser carnaval là parce que nous réalisons les plus démocratique comme ça, c'est-à-dire qu'on paquet il y a plus côté dans le pays qui a organisé fête traditionnelle ça, fait haïtien qui remet carnaval plaisir et créer une activité économique dans plus commune dans le pays. Nous parlons tout dans le Conseil des ministres de questions déclassement machine, nous avons pile monde nouvelle là longtemps, ministère des Finances et l'État haïtien a déclassé machine qui gagne plus que 8 ans. Donc nous prenons nouvel processus là, comment l'a avancé et comment institution qui gagne un pile machine qui déclassé pour le faire pour le travail et ambulance ministère santé publique a utilisé yo pas fait partie de machine qui a déclassé, c'est-à-dire qui gagne plus que 8 ans mais comme c'est des machines qui pas utilisées en pile il a continué faire service yo là pour ça, c'est-à-dire fait travail comme ambulance. Nous parlons tout de programmes multisectoriels pour apaisement social et réinsertion monde qui plus vulnérable. Son programme qui est financé par Fonds monétaire international et par l'État haïtien. Donc programme en cours, donc des monde et selon et programme ministère affaires sociales établi qu'à recevoir des transferts à bien restaurant communautaire, à bien appui aux ouvriers, subvention à des parents, réinsertion sociale de jeunes dans tout le pays. Et nous parlons tout pour nous finir de situation effective dans la fonction publique là, c'est-à-dire combien de fonctionnaires qui gagnent, nous connaissons un pile monde qui déplacé, qui décidé à tenter chance ailleurs. Donc nous parlons de opportunités et c'est-à-dire pour nous engager de nouveaux monde qui pour venir remplacer monde qui allait et tout parce que il y a un pile monde qui allait à la retraite avec un programme retraite à 58 ans. Donc et de opportunités pour nous faire de nouveaux cadres entrer dans la fonction publique là. Donc c'est un gros point ça nous discuter dans le Conseil des ministres qui pas fini parce que le conseil là en continuation par Zoom et parce que nous obligés à aller dans les lancements 75 ans et déclaration universelle des droits de l'homme comme nous connaissons nous gagnons au commissaire aux droits de l'homme qui en Haïti depuis matin.